Je ne sais pas de quel côté je dois regarder. Je suis très embêté. Je suis très embêté parce que, comme à chaque fois dans ces moments-là, je ne sais pas trop quoi dire. Et évidemment, je me prépare des discours que je ne lis pas. Alors, je disais pardon. Je suis toujours embêté parce que dans ces moments de bonheur, parce que ce sont de véritables moments de bonheur, je ne sais jamais quoi dire. Alors j'écris des discours, des bouts de discours, et puis je me dis, ça ne servira à rien, il vaut mieux laisser parler le cœur. D'abord, moi je voulais vous féliciter. Mais vous avez déjà dû le faire vous-même, vous féliciter. Parce que vous avez fait quelque chose d'important. Vous êtes allé au bout d'un projet. Et ça, c'est une énergie imbattable. Quoi qu'il vous arrive dans la vie, vous êtes sûr maintenant que vous pouvez compter sur vous. Et ça, à mon avis, c'est important. J'avais un professeur au Japon qui me disait toujours « Sur quoi compte l'oiseau? Sur la branche sur laquelle il est posé ou sur ses ailes ?» Moi, je crois qu'il compte sur ses ailes. Aujourd'hui, vous pouvez compter sur vos ailes. Et ça, c'est une vraie force. Moi, je n'ai pas eu cette chance du parcours scolaire. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai dû quitter l'école à 14 ans, modestement et par la petite porte. Donc sans me rendre vraiment compte tout de suite de l'importance que pouvait avoir l'instruction. Donc, vous dire que ça ne m'a pas manqué et que ça ne me manque pas encore un petit peu aujourd'hui, je vous mentirais. Mais j'ai rencontré une autre école, deux autres. Celle de la vie, dans les quartiers de l'Est parisien, et puis ensuite de la grande banlieue, où là, le tour de biceps était probablement plus important que le tour de tête et la capacité neuronale. Et puis j'ai rencontré une autre école, l'école du judo. Ça a été peut-être ma première expérience d'innovation. Parce que dans le judo, vous apprenez 3 règles, 3 clés, qui vont être le moteur. Le moteur important. Rigueur, engagement, régularité. Et tout ça dans le bonheur. Donc une fois que j'ai compris cela dans le judo, que j'ai pu le mettre en pratique, j'ai rencontré une autre école, celle des compagnons des devoirs. Vous savez, ces bâtisseurs de cathédrales qui formaient au métier. Et je leur ai dit, quelle est la règle? La règle ici, monsieur, elle est simple. C'est d'être dans la vérité avec soi-même, et c'est rigueur, engagement, régularité et le respect des hommes. Tiens, j'ajoutais une valeur. Très bien. Ensuite, vous savez, la vie, c'est une ligne droite, mais de temps en temps, on fait un pas à gauche ou un pas à droite. Si vous êtes sûr de vous, vous continuez à avancer. La vie m'a fait rencontrer le monde des armées. Simple soldat, au 3e régiment parachutiste d'infanterie de marine, je vais connaître le théâtre d'opérations extérieures. Et je vais prendre une grande leçon, là aussi. Vous savez, c'est le son qu'on a d'homme à homme. C'est le son qui, par moments, pique les yeux. Mais des leçons qui vous font grandir. Être et durer, c'était la devise de mon régiment. Et on se serait fait étrier pour cette devise de régiment. Être et durer. Savoir être pour durer. Quand j'ai quitté le monde des armées, j'ai mis ce petit supplément dans ma poche. Je viens de vous raconter 3 expériences de vie qui m'ont fait un tout petit bagage. Quand j'ai quitté le monde des armées, je me suis dit, il faut que je reprenne des études. Et là, j'ai compris que c'était du plaisir d'apprendre et que ça allait conduire mon devenir et mon projet. Mon projet, il n'était pas clair dès le départ. Il était simplement de sortir de mon extraction sociale. C'était une vraie volonté. On m'avait promis une destinée de petites frappes des banlieues, et finalement, je n'ai pas retenu ce paramètre-là pour en choisir un autre, de devenir un chef et un chef d'entreprise. Alors, dire que ça a été facile, ce serait vous mentir, mais ce que je crois, c'est que nos rêves sont plus forts que nos peurs. Et ça, j'en suis convaincu. Tant que vous mettez la peur devant vos rêves, ça ne fonctionne pas. Le jour où vous mettez le rêve devant vos peurs,
ça fonctionne. Parce que c'est ça l'énergie. C'est ça qui va vous faire progresser au fur et à mesure. Et au fur et à mesure de ma formation professionnelle, je vais comprendre plusieurs étapes extrêmement importantes que vous avez probablement déjà vécues en tant que manager. Savoir-faire, il faut acquérir un savoir-faire. Vous en êtes la preuve. Savoir-faire faire, ça s'apprend aussi. Parce qu'on peut être un très bon leader et un très mauvais manager. Savoir-faire faire. Et ensuite, je me tourne vers vous, faire savoir. C'est encore un autre métier. Donc, vous vous êtes donné des armes extrêmement solides, des fondamentaux extrêmement solides pour pouvoir continuer un cheminement de carrière qui sera, j'en suis certain, extrêmement positif. Ensuite, il y a les autres. La force du groupe, la force du collectif. Ça, c'était important aussi pour moi de le maîtriser dans l'entreprise, d'en faire une vraie capacité à réagir vite dans cette société. Cette société, je me souviens dans les années 80-90 d'un rapport de l'armée américaine à Beyrouth qui disait « La société va devenir VUCA ». VUCA. Vous imaginez le deuxième classe Thierry Marx, qu'est-ce que peut bien vouloir dire VUCA? Pas de Google à l'époque. VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. On y est. Une société qui est volatile, incertaine, complexe et ambiguë. Donc, si vous n'avez pas des fondamentaux solides, si vous n'êtes pas dans la vérité avec vous-même, si vous n'êtes pas dans la vérité avec vos hommes, vous n'affrontez pas une société qui est VUCA. Donc, j'ai basé l'essentiel de mon travail, au-delà de mon travail d'artisan cuisinier, sur un management humain très performant pour pouvoir répondre à cette société de façon la plus efficace possible. Ça veut dire que je compte sur mes hommes comme ils peuvent compter sur moi. Il y a cette grande phrase de Saint-Exupéry que j'aime beaucoup, qui disait « Pour commander des hommes, il faut les aimer ». Voilà ce que je crois. Et je crois qu'on peut être un manager, on peut avoir à trancher sans être un bourreau. C'est ça, manager des hommes. Donc pour moi, cette volonté d'amener l'entreprise à ses objectifs se basera sur la capacité de mon groupe, de mes hommes, à répondre aux objectifs de l'entreprise, aux objectifs des actionnaires et à être performant sur l'ensemble de la planète. Parce que ce qui m'a troublé, ma génération, moi qui suis né en 1959, je dis 1959 parce que c'est ceux qui ont le courage de... C'est la seule faute qu'il y a sur ma fiche Wikipédia, mais il marque que je suis né en 62, ça me fait extrêmement plaisir, mais je suis né en 1959. Mais bon, ma société n'était pas née, moi je n'avais pas vécu, j'ai cru à une société franco-française très 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 longtemps. Et dans les années 97-2000, je me suis aperçu que l'histoire de la gastronomie française n'était plus franco-française, mais elle était planétaire, et que le monde s'était globalisé. Donc il était temps pour moi d'aller voir ce qui se passait ailleurs et d'essayer de réussir en France, mais aussi de réussir ailleurs. Et je me suis aperçu, contrairement à ce qu'on vous dit très souvent, que les formations françaises ne sont pas des fois très efficaces. Eh bien, croyez-moi, les formations que j'ai pu recevoir dans les Compagnons du Devoir, chez les Compagnons du Devoir, les études ensuite que j'ai pu reprendre m'ont permis et me permettent encore d'aller tenir la dragée haute à mes confrères américains, japonais et chinois. Ça, c'est une force. Mais à chaque fois, quand je me retourne, je m'aperçois que derrière moi, il y a des hommes et des femmes sur qui je peux compter. Des hommes et des femmes à qui je ne mens pas. Des hommes et des femmes avec qui je suis dans la vérité. La vérité quand ça va bien et la vérité quand ça va moins bien. C'est ça qui fait la force du manager et des managers que vous êtes déjà. Et je crois que c'est important de le souligner parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprise si cette entreprise n'est pas sociale. On a cru que c'était un discours politique, l'entreprise sociale, on n'y pensait pas. Eh bien, croyez-moi, quand dans ces quartiers, nous montons ces écoles, quand nous prétendons ramener des personnes à l'emploi, nous le faisons dans l'excellence, dans la rigueur, dans l'engagement
et dans la régularité. Et nous l'appliquons de la même façon dans le monde de l'entreprise. Vous voyez que le monde de l'entreprise, et je vais parler maintenant de mon secteur d'activité, ce n'est pas un secteur simple, ce n'est pas un secteur tendre, c'est un secteur où il y a énormément de concurrence. Alors à votre avis, qu'est-ce que c'est que la gastronomie? Est-ce que la gastronomie, c'est une histoire de chef entre chefs? Non. La gastronomie, c'est un secteur d'épanouissement extrêmement large. C'est de l'agriculture raisonnée, c'est de l'environnement, c'est de la nutrition, donc de la santé, c'est du tourisme, c'est l'ensemble des métiers de bouche. Vous voyez que cette planète française, gastronomie française, transposée à l'international, on a encore de beaux jours devant nous. En cuisine, en boulangerie, mais dans tous les paramètres, dans tous les autres paramètres que j'ai évoqués des métiers de bouche, nous avons encore cette capacité à aller nous vendre à l'extérieur. Mais il nous faut des managers, il nous faut des forces vives, il nous faut des gens qui croient en eux, qui croient en leurs projets, qui sont des hommes et des femmes positives. Ça, c'est extrêmement important. C'est ça aujourd'hui qu'on attend personnellement dans le monde de l'entreprise. Alors c'est drôle parce que quand je vivais au Japon, j'ai vécu 5 ans dans ce merveilleux pays et j'y retourne régulièrement pour avoir un restaurant là-bas, et j'ai eu 2 professeurs. Un professeur qui s'appelait Michigami et un professeur qui s'appelait Monsieur Okada. Et dans des disciplines qui n'étaient pas les disciplines de l'entreprise, qui étaient des disciplines du judo et du kendo. Et Okada était d'une famille de grands sabreurs japonais. Mais vraiment une grande famille, c'était un monsieur extraordinaire. Et il avait sur ses armoiries, vous voyez, des jolies armoiries comme vous avez là aujourd'hui, il avait une libellule. Alors nous, on était un peu rouleurs de caisse, nous les Français quand même, au judo ou dans d'autres disciplines, on disait une libellule, c'est pas très viril comme truc. Je vois pas comment on va pouvoir se servir de l'image de la libellule. J'aurais préféré un tigre ou un taureau, là, ça c'était plus dans nos cordes. Et quand on parlait avec Monsieur Okada, Okada Sensei, il disait « Ah non, 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 la libellule, c'est bien. Regardez une libellule. Ça vit au présent, pleinement, à 100%. Ça va à droite, ça va à gauche, ça avance, mais ça ne recule jamais. Ça ne recule jamais. » Vous voyez que la vie, vous prenez des leçons. Ne reculez jamais. Déplacez-vous, bougez un peu, avancez. Quand vous bougez, c'est pas fuir, c'est de regarder, de reprendre la distance, mais ne reculez pas sur vos projets. Restez, comme disait le général Lott, calme, avant et droit. Calme, avant et droit. Droit, c'est être dans la vérité. Vous savez, quand on est calme, avant et droit, quand on regarde face à l'adversité, quand on accepte d'être un franc-tireur, rien ne peut nous arriver. Il peut nous arriver que du bon. Il faut garder absolument cette énergie positive pour aller calme, avant et droit. Et quand on a la chance, comme vous, d'être diplômé, d'avoir réussi à acquérir un certain nombre de connaissances, imaginez-vous le boulevard et plus la modeste planche sur laquelle j'ai pu être à 14 ans quand je me suis fait virer de l'école Pelleport. Vous avez un boulevard devant vous. Croyez en vous, croyez en vos projets, gardez la tête haute. Il y a une phrase qu'on retrouve dans le texte du général MacArthur qui m'interpelle toujours. Il disait « Un homme qui n'a pas de projet, c'est un homme qui va regarder la terre qui va l'ensevelir. » Quand on a un projet, on garde la tête droite. On est face au vent et on avance. Et ça a été pour moi quelque chose d'important. Vous voyez ces petites phrases avec des mots valises, certes, qui ne paraissent pas servir à grand-chose. Gardez-les dans un coin de votre esprit quand ça ne va pas bien. Quand la vie, de temps en temps, pique un peu les yeux. Quand on ne voit que des problèmes. Ce que j'ai appris de l'Asie aussi, qui m'a toujours beaucoup servi, encore aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'erreur dans la vie. Alors on m'a dit, mais monsieur, si, il y a des gens qui se trompent.
Non, 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 mais nous, à Mandarin Oriental, on va faire en sorte qu'il n'y ait plus d'erreur. On m'a dit, mais c'est impossible, vous êtes un fou. Non. Tous les matins, nous avons que des rapports d'opportunité. Tous les matins, au morning meeting du Mandarin Oriental, nous n'avons que des rapports d'opportunité. Ça fait que le jeune collaborateur de 25 ans, qui a eu 3 petits problèmes dans la nuit avec un client, avec tel ou tel problème technique, apeuré de venir voir le chef de service en disant « il y a eu tel ou tel problème ». Non. J'ai eu 3 opportunités. Je les ai réglées comme ça, comme ça. Chercher des solutions. Ne jamais chercher des coupables. Pour les coupables, on verra plus tard. Chercher des solutions. C'est ça un esprit positif. C'est ça l'esprit d'un manager positif. C'est de voir, comme dit un de mes amis, dans un pépin une pépite. Bloch dit ça et il est formidable. Il me dit, moi je vois dans un pépin une pépite. Et il a raison. Quand on fait l'analyse causale d'un problème, très rapidement il est résolu. Et écoutez, n'écoutez pas les esprits chagrins. Les gens qui vous disent, vous allez entreprendre telle chose. Oh là là, qu'est-ce que ça va être compliqué. Ils vous racontent leurs échecs souvent. Pourquoi ce serait compliqué? Je ne sais pas, mais ça a l'air très compliqué. Vous savez, quand j'ai entrepris pour ma première entreprise, j'allais voir les banques, j'allais voir les amis, ceux à qui je pouvais emprunter 4 sous. Et à chaque fois, j'avais le droit. Non, il ne faut pas investir en France. C'est un pays tellement compliqué. Puis les gens sont paresseux. Ah bon? Je vais rentrer de 5 ans de Japon et je n'ai pas spécialement vu que les Français étaient plus paresseux que ça. J'étais venu me former dans ce métier. Je ne comprenais pas ça. Et puis les gens, je m'apercevais que les gens me racontaient leurs craintes. Ils me racontaient leurs peurs. Ils me racontaient leurs échecs. Donc, je suis allé directement frapper à la porte des banques et je leur demandais, j'ai besoin de 350 000 francs. Vous avez une caution? Non, je n'ai pas de caution. Et puis, je continuais à demander 350 000 francs partout, parce que je me rappelle du chiffre, hein, c'est ce que j'ai emprunté. Et puis, un jour, il y a un esprit positif, il me dit, 350 000 francs, monsieur Marx, c'est beaucoup. Vous n'avez même pas de quoi cautionner 350 000 francs. Je vous en prête 150 000, et si dans 2 ans tout va bien, je vous en reprête 150 000. Banco. Surtout que je lui avais dit que j'avais 20% de 150 000, que je n'avais pas. Et alors, j'allais pas en mourir. Je n'allais pas en mourir. On ne risque rien à s'engager. Vous savez, et je terminerai là-dessus avant de vous laisser la parole, quand j'ai monté ces écoles d'insertion dans ces quartiers difficiles, nous avons fait des formations gratuites, entièrement gratuites, pour des publics difficiles, différents, inégaux face à la vie. Mais on s'est dit, on va faire quand même. Et puis on a trouvé les moyens de le faire. Et ensuite on dit, mais est-ce qu'il y a un règlement? Oui, il y a un règlement. Et il va être très dur. Il va être RER. Rigueur, engagement, régularité. Calme, avant et droit. Et rien ne peut vous arriver. Mettez vos rêves avant vos peurs. Ce que vous avez fait, vous l'avez fait. Maintenant, vous avez atteint un objectif. Pour ne pas déprimer, il faut en fixer un autre. Alors, place à quelques questions, si vous le voulez. Le micro circule, Marie, François? Voilà. Alors, les questions fusent de la salle, ou pour votre part, messieurs, dames.
N'ayez pas peur. Vous avez des petites questions? Il reste quoi? Ah, non. Ils sont sous le choc. Non, je sais pas quoi. Ah voilà. Iskandar. Bonjour, donc j'ai une question. En tant que chef d'entreprise, oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Même mon grand âge me fait encore entendre un petit peu. Donc, en tant que chef d'entreprise, est-ce que vous pensez que un patron d'entreprise, un chef d'entreprise, doit avoir un esprit sportif, avoir un fair play, cette approche de... Oui, oui, oui. L'esprit sportif, peu importe la discipline qu'on pratique, même si on ne pratique pas de discipline, l'esprit sportif, c'est un esprit ouvert aux autres. Et c'est essentiel en entreprise. J'ai évoqué le leader et le manager. On peut être un très bon leader et pas forcément un bon manager. Un bon manager va savoir écouter le groupe, prendre ce qu'il y a de meilleur chez chacun de ses collaborateurs. C'est un peu ça l'esprit sportif. Quand on a une équipe de football, une équipe de rugby, quand on fait du judo, on écoute son coach, on écoute aussi l'autre, le uke et le tori, ça a un sens dans le judo. Donc l'esprit sportif, l'esprit qui s'engage, l'esprit qui croit en son corps. Le corps et l'esprit, c'est pas un vain mot, c'est pas quelque chose qui n'existe pas. Vous savez, si je vous raconte mon métier de cuisinier, c'est un métier tout bête. On me dit, qu'est-ce que c'est que le métier de cuisinier? Si j'interroge la salle et nos étudiants, ils vont me dire, un métier de cuisinier, c'est un monsieur qui connaît plein de recettes. Ce qui est complètement faux. Ce qui est complètement faux. C'est la maîtrise du geste, la maîtrise de la coupe, coupe juste, goût juste, la maîtrise du feu, la maîtrise de l'énergie et la maîtrise du temps. Et si je vous raconte un modèle managérial pour l'entreprise, vous allez me dire c'est la même chose finalement. Le geste, c'est important, le geste vers l'autre, le geste vers ses clients, la maîtrise du feu, qui est l'énergie que vous allez mettre pour décrocher un contrat ou décrocher un marché, et le bon timing. Trop tôt, c'est trop tôt, trop tard, c'est trop tard. Donc vous voyez, c'est juste le bon moment, l'esprit du geste, et le corps et l'esprit, c'est extrêmement important. Donc c'est un esprit sportif qu'il faut avoir quand on est manager. Parce qu'un manager, c'est drôle parce que, pour répondre et terminer sur votre question, on me parlait souvent des patrons quand j'étais enfant. On me disait les patrons, c'était des mecs. Et nous, on se disait les patrons, ça doit être des mecs très méchants. Et il y avait une idée du patron qui était pas saine. Et puis, au fur et à mesure, quand je suis devenu un patron, je me suis dit, mais un patron, c'est juste un mec qui a un projet. C'est drôle, c'est celui qui va prendre bien souvent le plus de risques, qui va être le plus franc-tireur de tous, qui va essayer de canaliser autour de lui des liens invisibles, finalement, avec son groupe. C'est ça, le management, c'est créer aussi des liens invisibles, et qui va avancer, qui croit en son projet. C'est ça, un patron. Et effectivement, je trouve qu'il y a, chez un patron, comme dans un sportif, il y a un inconscient positif. Et ça, il faut le garder. Et ce qui fait encore la France de la force de notre pays, et j'espère qu'on va en réveiller encore d'autres, c'est d'avoir cet inconscient positif. Bien sûr qu'on n'a pas tout calculé. Bien sûr qu'on n'a pas tout prévu. On n'a pas prévu que le diplôme se passerait forcément bien tous les jours, qu'on comprendrait tous les cours. Non, on n'a pas forcément bien. Et quand j'étais aux États-Unis, je voyais des gens qui réussissaient autour de moi en termes d'entrepreneurs. Et un jour, j'interroge un vieux monsieur, vraiment très bien réussi dans le secteur de l'alimentation. Et je lui dis, mais en cours, comme ça, je lui dis, mais comment vous avez fait pour réussir autant de choses? Il me dit, j'ai la technique du vieux Joe. Peut-être que vous ne l'enseignez pas ici, la technique du vieux Joe. Mais peut-être que ça va venir du Et alors, il nous faisait un dessin. Il faisait un cow-boy qui dégainait, un vieux monsieur qui dégainait, qui tirait dans la direction de la cible. Et puis ensuite, il s'approchait de la cible et il dessinait le centre. Et il, voyez. Donc effectivement, c'est ça aussi un chef d'entreprise. Quand je dis c'est un inconscient positif, c'est quelqu'un qui regarde dans une direction. C'est la loi des 80-20, on ne sait pas. Et puis finalement, on va continuer à croire, calme, avant et droit, et on va toucher la cible. C'est ça, c'est inconscient positif. Alors c'est vrai que ça fait peur. Et c'est vrai que depuis 30 ans, on a bâti une société un peu sur la peur. Peur d'entreprendre, ça a l'air très, très compliqué. Peur de perdre son emploi, peur d'en trouver un autre des fois aussi. Donc tout ça, cette société qui depuis 30 ans se bâtit sur la peur, freine
les esprits entrepreneurs. On se dit, oh là, ça va être compliqué, je vais me casser la gueule. Et alors? On se relève. On se relève. Donc même si la vie frappe fort, si vous ne vous relevez pas, ça va être plus terrible encore. Donc il faut se relever. Et c'est dans cet inconscient positif que moi je puise un petit peu. À un moment donné, vous êtes au bord, il faut y aller. Vous avez réuni un certain nombre de paramètres en tant que chef d'entreprise, vous avez fait les analyses qu'il fallait faire, mais de toute façon, c'est vous qui allez au bout de votre rêve. Ce n'est pas le voisin, c'est vous qui allez y aller. Donc inconscient positif, sportif, tout ça, je dirais même combat. Une question là, Véronique, tu as la ligne. Vous êtes dans un métier d'émotion et on entend quand même que l'émotion, la sensation est au cœur de votre vie, les yeux qui piquent, la sensibilité de votre baguette en cuisine. Quelle place a tenu l'émotion dans vos prises de décision et quelle a été peut-être la plus importante? Question difficile. Oui. L'émotion, il faut la mesurer autant que faire se peut. Il y a des successions d'analyses qu'on peut avoir dans l'entreprise pour avoir à prendre des décisions. Et puis, la dernière décision qu'on va prendre, elle sera peut-être émotionnelle. Mais qu'importe. Je voudrais vous répondre peut-être par une métaphore à la Okada Sensei. Rien d'impossible à une âme honnête. Rien d'impossible à une âme honnête. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que quand on a réussi un certain nombre d'éléments dans l'entreprise, qui sont des fois des éléments pas très agréables, mais on les a récupérés honnêtement, qu'on a instruit son dossier, certes, il y a l'émotion, et puis il y a la décision qui fait que vous allez sauver un certain nombre de choses. Donc l'émotion, je dirais oui, c'est dans la balance, mais je mets un curseur, un plateau très rationnel et un plateau émotionnel. Et quand le curseur est au milieu, j'y vais. Alors ça paraît un peu mécanique. L'émotion m'a fait gagner des choses et l'émotion m'a fait perdre des choses. Mais quand j'ai appris à être un manager, je l'ai appris dans une grande entreprise qui m'a fait beaucoup travailler là-dessus, m'a dit... Vous savez faire, vous êtes un bon artisan, mais vous êtes un mauvais manager. J'étais très vexé par ça. Et c'est vrai que être manager, ça s'apprend. Et aujourd'hui, j'arrive à mesurer un petit peu, dans le cadre de l'entreprise, que ce soit au Mandarin ou dans les autres entreprises, un certain nombre de choses où j'évalue, et quand le curseur est au milieu. Mais je garde toujours une part forte sur la partie humaine et les conséquences humaines. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Mais l'émotion, oui, l'émotion, c'est quand vous créez en cuisine, c'est émotionnel parce que plus personne ne vient dans un restaurant parce qu'il a faim. Donc vous vendez de l'émotion. D'ailleurs, les gens n'achètent pas comment vous faites les choses. Ils achètent pourquoi vous les faites. C'est ça qui est un petit peu la différence. Quand vous faites un plat, on s'en fout. Vous faites un plat, vous nourrissez des gens. Ça ne sert à rien. On ne rentre pas dans un restaurant pour ça. On rentre dans un restaurant parce qu'on vient chercher une émotion. On achète un produit parce que ce produit nous raconte une histoire. C'est ça aussi. Il ne faut pas perdre ses émotions. C'est pour ça qu'on a parlé de méditation tout à l'heure. Et c'est vrai que ce besoin de se retirer, vous savez, on a parlé de méditation. Ça m'amusait beaucoup parce qu'on pense que la méditation permet de se ressourcer, se poser au sommet d'une montagne et d'écouter les petits oiseaux ou de se recentrer sur... C'est ça. Mais ça nous permet aussi de descendre de ce tapis roulant. Et ce tapis roulant, aujourd'hui, on ne sait plus qui le règle. Donc si vous n'êtes pas capable d'en descendre pour vous poser un peu et de remonter sur ce tapis, tôt ou tard, le tapis vous a asphyxié. Vous êtes déjà monté, comme moi, sûrement, parce que je ne suis pas très doué pour ça, sur un tapis roulant, puis vous avez trop réglé le truc. Une espèce de mécanique, vous avez un goggle comme ça sur le truc, vous dites, putain, mais vous sautez, puis vous re-réglez l'appareil, vous dites, ah, 8 km/h, ça ira très bien, voire 7, ça ira très bien. Puis vous arrivez à monter à 8, à 9, à 10, à 12. Mais c'est ça, ce qui permet de se retirer. Donc l'émotion, c'est important, il faut savoir se comprendre, se connaître pour mieux connaître les autres. Une autre question. Ouais. Une question fuse de ce côté-là.
Bonjour. J'ai deux questions. La première... Vous a grillé, j'ai rien à dire, mais... Deux questions, allons-y. C'est mon côté gourmand. J'ai fait le 54 RT à Landau, donc Ouais. je voulais savoir si j'avais loupé quelque chose. Oui, pas vraiment. Et puis, deuxièmement, je voulais savoir si les émotions et le vécu que vous avez ici, et qui est le fruit de votre passage ici en France, vous arriviez facilement à le transmettre à l'international, puisque vous évoluez au Japon, vous avez parlé également des États-Unis. Donc comment vous adaptez cette sensibilité également à l'extérieur? Très honnêtement, vous savez, je m'appelle Marx. Je suis né dans un quartier où il y a 104 nationalités différentes. Donc j'ai toujours eu une idée assez planétaire des choses. Et j'ai réussi à monter des choses aux États-Unis avec un anglais d'aéroport, bien loin du vôtre à mon avis. Le Japon, j'ai passé 5 ans de ma vie et j'ai réussi à faire quelques petites choses au Japon en maîtrisant un japonais très banal. Je crois, ce qui compte encore une fois, et je le redis parce que je suis sincère avec ça, c'est l'humain. C'est votre capacité à écouter et à vous occuper des autres. Et ça, vous êtes imbattable là-dessus. Je vais vous raconter une anecdote qui peut vous faire marrer. Quand on a monté le Mandarin Oriental Paris, nous avons face à nous un groupe qui est énorme, qui s'appelle le groupe Jardins. Et quand j'ai été pris, quand on m'a signé mon contrat, j'ai téléphoné à Hong Kong, d'abord pour les remercier, et puis pour leur dire « Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» Et là, j'ai eu un blanc, et le type dit « Mais je sentais que c'était une réponse au pif. On voudrait que la marque soit dans le top 5 en moins de 5 ans et que vous soyez à l'équilibre financier la première année. » Je ne voyais pas comment ça allait être possible. Avec un hôtel qui n'existait pas, assez moche. C'est un ancien bâtiment du ministère de la Justice. Et surtout un hôtel qui a face à lui que des légendes de l'hôtellerie française. Le Ritz, le Plaza, le Georges V. Et il fallait être à l'équilibre financier. Donc, le plus bel écran plasma, je l'avais. Mais le client, il s'en fout. C'est drôle, il s'en fout. Il a mieux chez lui. Parce que quand un client met entre 1 000 et 25 000 euros dans une chambre, ça veut dire qu'il a mieux chez lui. Qu'est-ce qu'il n'a pas chez lui? L'humain, le collaborateur, celui qui va être au service du client. Un gentleman au service d'un gentleman. Ça, c'est important. Donc, nous avons construit une équipe extrêmement soudée dès le départ. Et je vous donnais ma technique, ça au moins je l'ai ramené d'Asie, ça a été le tai chi. Les valeurs de l'Asie. Le DG du Mandarin Oriental arrivait d'une carrière longue aux États-Unis. L'Asie, ça lui parlait pas trop. Il me dit, qu'est-ce que tu connais de l'Asie? Toi, les arts martiaux, tout ça. Je dis, ouf. Il me dit, moi, je fais du cyclisme, ça va être compliqué. Et on s'est dit, on va prendre un professeur de tai chi. Philippe Leboeuf fait 2 mètres, je fais 1,67 m. C'était tic et tac, font du tai chi. Donc on était dans le jardin des Tuileries et on faisait du tai chi avec notre professeur. Et puis après, on a construit un COMEX. Directeur financier, je demandais ce qu'on lui voulait avec le tai chi, les ressources humaines, l'engineering, les sales marketing, et on a réuni. Et on était 8. 8 mecs et 8 nanas qui font du tai chi dans le jardin des Tuileries. Ça n'inquiète personne. Et on était soudés. Ce COMEX, aujourd'hui, il est encore là, présent. Personne n'a démissionné, personne n'a quitté le groupe encore. Et puis, 80, 180, 200, 250, 350. Et le tai chi, je vous rappelle, c'est un art martial. Et quand on faisait du tai chi, nous avions des taiko, des tambours japonais. Et puis un jour, il y a un petit malin qui fait un film, qui le met sur YouTube. Regardez, ces abrutis, tous habillés pareil, avec le logo mandarin. Boum, on était sur Internet. D'accord? Ensuite, on fait le 20h. Et ces liens invisibles qu'on avait créés avec nos collaborateurs,
je dis bien ces liens invisibles qu'on avait créés avec nos collaborateurs, le jour où on a ouvert l'hôtel, 6 mois après, nous n'avions pas eu de démission. Et sur 2 ans, nous avons eu 26% de turnover, ce qui est très peu quand vous ouvrez un hôtel dans le monde, ce qui est très peu. Mais c'est grâce à ça, c'est grâce à l'humain. Et souvent, et on l'évalue, parce qu'on a des gens qui nous aident à cela, souvent, on se rappelle de nos collaborateurs. Qu'on ait les plus beaux écrans, les plus belles tables, la meilleure cuisine, peu importe. Mais ce en quoi on va se souvenir, c'est notre hospitalité. Et aujourd'hui, je suis toujours à 1 000 € prix moyen chambre et à 25 000 € les suites. Un café au Mandarin Oriental, c'est 9 €. Salaud, 9 €. Ah oui, 9 €. Mais chaque collaborateur sait comment est fait ce café, par qui il est fait, dans quoi il est servi, par qui il est servi, et si le client a un deuxième, etc., etc. L'humain, l'humain, l'humain. L'humain, c'est la force du XXIe siècle. Sinon, on va s'entretuer. Sinon, on va s'entretuer. Donc, l'humain, c'est la force du... Ce qui est drôle, quand je dis ça, on me dit « Ouais, il est gentil. » Vous avez remarqué combien on a d'amis sur Facebook? Moi, il m'arrive de regarder mon compte Facebook, là, c'est de la boîte qui s'occupe de ça. 2000 amis sur Facebook. Il y a des matins où je ne sais pas avec qui prendre un café. Vous avez remarqué que les chefs, maintenant, ils sont chefs et puis ils ont ouvert la cuisine. Alors maintenant, on voit la cuisine. Puis maintenant, la cuisine, elle est dans la salle du restaurant. Parce qu'on veut voir la main qui nous nourrit. Une intimité qui nourrit une autre intimité. Vous voyez comme cette société avance? Comme cette société a de nouveau besoin d'humains. J'ai rien contre l'outil numérique, c'est extrêmement pratique, extrêmement utile. Mais quand je fais du judo, j'aime bien avoir un sparring. Quand je fais du sport, j'aime bien avoir des copains. L'entreprise, c'est pareil, c'est l'humain. On dit « Ah là là, oui, mais alors, vous avez un management très compliqué et très cher. » Non. Le management dans mes entreprises, c'est 7 slides. On me dit « Dites donc, c'est pas beaucoup. » Ben non. Ben non, parce que c'est tous les jours. Alors déjà, on va se dire bonjour. Vraiment, bonjour. On va prendre au moins un café par jour ensemble. Les 3 proches collaborateurs dans l'entreprise prennent un café ensemble ou un thé. Le morning meeting, c'est 7 minutes. Et chacun va faire la même chose. Créer du lien. Faites pour l'autre ce qu'il fera pour vous. Et vous voyez que l'entreprise, finalement, fonctionne. Mais il faut aussi donner des perspectives aux collaborateurs. Un commis de cuisine, moi, dans notre entreprise qui vendons un café 9 €, un commis de cuisine gagne 1 300 € net par mois. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Donc, il faut faire en sorte que ce collaborateur, vous l'instruisiez pour que dans 6 mois, il soit demi-chef de partie, ensuite chef de partie, pour qu'il puisse, lui aussi, s'épanouir plus vite dans ce métier et pour avoir de son métier un vrai revenu. C'est à ça qu'il faut faire attention. C'est à l'épanouissement de l'entreprise, mais à l'épanouissement aussi des collaborateurs. D'autres questions? Oui, moi j'avais une question, effectivement. Comment faites-vous avec le RER pour créer? Comment conciliez-vous Je fais comme vous. la rigueur, l'engagement Je fais exactement comme vous. avec la création, l'invention? Ce qui est drôle, c'est dans l'innovation, on a toujours l'impression qu'il faut créer quelque chose. Qu'il faudrait créer quelque chose de nouveau à tout prix. Confucius ne dit pas ça. Il dit créer, c'est peut-être créer quelque chose de nouveau une fois dans sa vie. Une fois dans sa vie. Et je vous rappelle qu'une vie, c'est très court. C'est un trait d'union entre 2 dates. C'est marqué dans tous les cimetières. Donc, il ne faut pas perdre de temps. Donc, il y a une capacité aussi à améliorer l'existant. C'est peut-être ça, créer. Alors, je vous donne une astuce de création qui marche à tous les coups dans mon métier, et essayez avec le vôtre. Je rentre en salle de cours, je prends un céleri ou un légume. Je le pose sur la table, je mets une bouteille d'eau minérale, je donne tous les outils techniques possibles et inimaginables, et je dis,
il me faut 2 plats salés, un plat sucré. Ah non, c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Eh bien, on va faire en sorte que ce soit possible. Alors, on va créer. Et puis, je crée un collectif, un cerveau collectif. Des cuisiniers, des pâtissiers, des designers, des physico-chimistes, des gens qui sont avec nous autour d'une table à l'université. Et on s'aperçoit que quand on prend un cuisinier, donc quelqu'un qui fait le même métier que le mien, un artisan, on prend une boule de céleri, on l'épluche. Et on met les épluchures à la poubelle. Alors on s'est emmerdé déjà à acheter un céleri bio, qu'on a payé très cher. Mais bon, on fout quand même les épluchures à la poubelle. Bon. Et là, il y a toujours un gars d'Orsay qui nous dit « Mais pourquoi vous jetez les épluchures en cuisine ?» C'est la tradition. Je vous rappelle que Montesquieu dit la tradition, c'est la mère de l'ignorance. Ah ben non, alors là, on leur fait regarder ce qu'est une épluchure de céleri. On s'aperçoit que c'est de la cellulose, des fibres, que si je fais cuire à 80 degrés ces mêmes épluchures, que je récupère le jus, que je l'émulsionne, cette cellulose va mousser, et j'ai presque un cappuccino de céleri. Premier plat. Je prends le céleri et je décide de le hacher menu. Je fais une semoule végétale que je vais travailler comme ça, etc. Et pour la partie sucrée, je vais récupérer le cœur du céleri. Si vous le goûtez, il est un peu spongieux. Vous le mixez, vous l'additionnez à un lait de soja ou à un lait d'amande pour donner un petit peu de goût, ou simplement de l'eau minérale. Vous turbinez, vous en faites une glace. Vous avez 3 plats. Tout ça parce que vous n'êtes pas donné la possibilité de reculer. Il va falloir être créatif. Et quand je vous dis ça, je pense à une grande leçon. Je vous ai expliqué qu'on avait créé cuisine mode d'emploi et boulangerie mode d'emploi en milieu ouvert et en milieu fermé. C'est-à-dire que nous travaillons aussi pour l'administration pénitentiaire. Vous n'imaginez pas, peut-être que vous l'imaginez, ce que peut créer un détenu dans une cellule. Des choses bien, des choses moins bien, mais il peut créer des choses bien. Moi, j'ai un détenu un jour qui m'amène un morceau de pain, ça. Puis vous voulez goûter, monsieur Marx? Je goûte, je regarde la couleur du pain. La couleur était manquait de brillance, mais c'était un joli pain. Je dis, mais vous l'avez cuit au four du Metz? Il me dit, non, pas du tout, je le cuis tous les dimanches matins dans ma cellule. Ah bon? Un détenu à Poissy a le droit à une plaque électrique. Donc, il a le droit à une poêle. Dans cette poêle, il la beurre légèrement. Il prépare la veille de l'eau, de la farine et de la levure et du sel. Il pétrit ça à la main. Il met ça à pousser dans cette poêle. Le lendemain matin, quand le pain est poussé, il allume. Il y a une chaleur par convection. Il va commencer à cuire le pain. Et il a récupéré toutes les briques de lait de la semaine qu'il a attachées ensemble. Vous avez remarqué que dans les briques de lait, il y avait de l'aluminium. Il pose ça comme une cloche et ça lui fait un four. C'est ça l'innovation. C'est de ne pas s'autoriser à reculer, d'essayer de réinventer quelque chose, et c'est là que vous allez trouver quelque chose de nouveau. Mais si vous reculez en disant « c'était mieux avant »,« dans le temps c'était bien »,« la cuisine classique », combien de fois j'ai entendu parler de la cuisine classique par des gens qui ne l'ont jamais étudiée. La cuisine, sans cesser d'être un art, sera de moins en moins empirique et de plus en plus précise. Apprenez-moi la chimie. Auguste Escoffier, Guide culinaire, 1902. C'est le même homme qui écrit le grand livre des menus et qui explique comment on gère 60 cuisiniers pour faire un banquet de 600 personnes. Et il ajoute, à la fin de ce grand livre, parce qu'à notre époque, les gens n'acceptent plus de rester 2 heures à table. 1912. Vous voyez qu'il suffit de réfléchir, d'étudier, de rien considérer comme acquis, et finalement, on avance et on innove. Innover, c'est respirer, il ne faut pas l'oublier. Ce qui ne change pas, vous allez dans n'importe quel laboratoire de physico-chimie, ce qui ne change pas meurt. Ce qui ne change pas meurt. Comme ça. Même la plus grosse des pierres finira, après des décennies et des siècles et des siècles et des siècles, finira par s'amenuiser.
Donc l'innovation, c'est nécessaire. Je crois que vous êtes pressé maintenant d'arriver jusqu'à l'armistice. Au moment de la cérémonie, c'est moi qui Je vous en prie. Alors, je crois que j'ai encore un...